Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont en remote derrière leur écran. Donc, je suis Tristan Debosch, je suis le directeur de la e-santé de la société Equasens. Equasens est un des leaders de l'informatique de santé en France. On équipe à peu près tous les types de professionnels de santé. J'en parle un peu à la fin de ma présentation. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet du maintien à domicile, des soins à domicile. Alors, c'est un sujet très vaste. Il y a énormément d'informations sur le sujet. J'ai essayé de faire une synthèse la plus complète possible. Je ne vais pas dérouler la totalité des slides parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais vous aurez une copie en ligne fournie par l'organisation. L'idée, c'est de balayer certains concepts, de voir quels sont les drivers qui poussent vers le soin à domicile, vers le maintien à domicile, vers l'hospitalisation à domicile, de voir ensuite les freins, et de conclure sur qu'est-ce que la e-santé peut apporter à cette tendance de fond qui va s'accentuer dans les prochaines années. Alors, tout d'abord, le domicile, c'est quoi? Alors, la loi HPST définit que de manière étendue, réglementairement, le domicile peut également être, je dirais, de l'hébergement en EHPAD. Nous n'allons pas considérer cet hébergement en EHPAD comme le domicile. On considère le domicile dans cette présentation comme le domicile ordinaire, le domicile aménagé ou équipé, ou enrichi de services. On ne va pas considérer le substitut au domicile parce que sinon ça brouille un peu la réflexion. Demain, on a quand même constaté que la notion de domicile va évoluer puisqu'on a, notamment pour les seniors, de nouveaux domiciles qui apparaissent. Alors j'en ai cité quelques-uns, des unités de vie, des maisons d'accueil rurales, des Baba Yaga, etc., des résidences intergénérationnelles. Tout ça est en train de se complexifier. Mais on voit le souhait de créer du lien social et de la mutualisation des soins dans ce type de domicile partagé un peu nouveau. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de soins à domicile ou de maintien à domicile? On a un éventail de services qui est assez considérable. Je parle des acteurs juste après. Bien entendu, on a la première partie concerne le soin qui va être opéré par la médecine de ville et tout un tas d'autres opérateurs, financés la plupart du temps par l'assurance maladie. Ensuite, nous avons les aides dans les actes de la vie quotidienne, qui sont une deuxième typologie. Et enfin, la troisième typologie sont les services, tout ce qui va tourner autour des services sociaux, services de prévention, principalement pour les personnes âgées autonomes et éventuellement pour le handicap. Donc, l'organisation de tous ces services est quand même marquée par une complexité du cadre légal, puisque ça ne dépend pas forcément des mêmes organismes. Dans les rapports, il est clairement indiqué qu'on a un manque d'efficience et que ce n'est pas forcément tout à fait optimal et que ça fonctionne encore par silo. On verra que ça crée de la complexité pour les patients et les aidants. Cette complexité, on la voit immédiatement quand on évoque les acteurs. Alors, je crois que j'ai à peu près tout repris ici. On est sur les acteurs, là, où j'ai sauté un... Oui, c'est bon. Donc, les acteurs sont extrêmement variés. On pense évidemment en premier lieu aux infirmières à domicile, aux aidants familiaux, aux structures de HAD, aux SIAD, etc. Alors, vous avez effectivement ce schéma avec cette rosace. Le message, c'est que quand il s'agit de faire de la coordination d'acteurs au sein des hôpitaux ou des EHPAD, c'est relativement, je dis bien relativement simple, puisque tout le monde est à peu près sur place. En revanche, quand on est sur ce type de galaxie d'acteurs qui en plus dépendent de financement et qui ont leur propre système d'information, etc., c'est quand même très compliqué à coordonner. Les choses évoluent dans le bon sens, mais ça reste compliqué à coordonner. Voilà. Alors, on est peu nombreux, donc si vous avez des points ou des questions qui vous interpellent, n'hésitez pas, hein, je peux essayer d'y répondre. J'ai souhaité aussi pointer du doigt, ça concerne qui? Soins à domicile, maintien à domicile. On pense évidemment aux seniors en premier lieu, et c'est normal, et j'explique un peu pourquoi. Mais on a aussi les malades chroniques, les femmes enceintes, les patients en sortie d'hospitalisation, et les patients en déserts médicaux avec un point d'interrogation. Et j'y reviendrai plus tard. Plutôt, je peux y venir tout de suite, c'est que le désert médical tel qu'il est vécu
est une réalité, mais il faut savoir que dans ces déserts médicaux, on a aussi, la plupart du temps, un désert des opérateurs de soins à domicile. D'accord ? On ne peut, en ruralité, le soin à domicile est parfois assez compliqué à organiser, et ça recouvre à peu près les mêmes zones que les déserts médicaux. Alors, si on a une statistique un peu, comment dire, un peu plus précise, même si là on ne parle que de HAD, on voit, alors c'est écrit petit, je vais vous décrypter, il y a plein de chiffres. Le chiffre le plus important, ce sont les... Vous voyez ou pas? Pas forcément. Ce sont les 2-3 premières lignes, en fait, ce sont les, comment dire, les patients qui sont concernés par la HAD, sachant que la HAD, pour la plupart du temps, ce sont des dispositifs de soins à domicile qui vont être renforcés. Et on voit que là, ce sont les populations âgées, ce sont les malades chroniques, et notamment les malades en cancéro, et j'y reviens un peu plus tard. Donc, plus de la moitié des patients, alors j'ai une autre statistique intéressante, c'est que plus de la moitié des patients, là on voit sur la courbe des âges, plus de la moitié des patients admis en HAD sont âgés de 65 ans et plus. Donc on a bien une approche, comment dire, de cette HAD qui est populationnelle, qui va toucher des patients âgés. Donc, en driver numéro 1 de l'évolution et de l'augmentation des soins à domicile et du maintien à domicile, c'est évidemment la transition démographique dont tout le monde parle, que tout le monde a en tête. Donc je ne vais pas forcément détailler tous ces chiffres, c'est un phénomène mondial. Ce qu'on peut dire, c'est que ça ne touche pas tous les pays de la même manière. On voit qu'en Europe, la France, alors vous avez à gauche, je crois que c'est de mémoire, à droite c'est 2055, au milieu c'est 2015. La France, de par son taux de natalité, qui est quand même pas mauvais, merci, je vois mieux, recouvre un peu je dirais une démographie un peu plus acceptable. On voit sur le graphique de gauche que le Japon va être très embêté, tout comme les pays d'Europe du Sud, comme l'Italie, l'Espagne et dans une moindre mesure l'Allemagne. Donc c'est un phénomène mondial. On va avoir une population vieillissante. Et en France, un chiffre assez marquant, c'est qu'en 2050, donc dans moins de 30 ans, on a 4,8 millions de personnes qui ont plus de 85 ans, et on voit que là, au-dessus de 85 ans, on atteint vraiment des limites. Donc on multiplie par 4 par rapport à ce qu'il y a actuellement. C'est énorme. Et on a 2 millions de personnes dont on estime qu'elles seront en perte d'autonomie. Et donc on double le chiffre par rapport à aujourd'hui. Donc forcément, tout ce petit monde ne va pas se retrouver en hospitalier, puisque, j'y reviens un peu plus tard, on a un deuxième driver qui est le virage ambulatoire. Je passe rapidement là-dessus, encore une fois, vous aurez les slides. Alors, les gens vieillissent, est-ce qu'ils vieillissent en bonne santé? Alors, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Premièrement, on a en parallèle de ce vieillissement de la population une augmentation des ALD, donc des patients chroniques qui sont touchés à des degrés divers avec des catégorisations d'ALD et de maladies chroniques qui sont de plus en plus suivies à domicile. Je pense par exemple au diabète, dont on a baissé les critères d'admission en ALD. Donc on a un phénomène d'augmentation des maladies chroniques qui est associé au phénomène de vieillissement, mais pas uniquement. Donc là aussi, on va se retrouver avec des gens qui sont malades chroniques et qui n'ont pas lieu, ou en tout cas ce serait démesuré de les hospitaliser à chaque fois. Donc la prévalence des maladies chroniques, c'est dû au vieillissement de la population, comme c'est indiqué. Alors, encore une fois, la TIH qui mesure tout ce qui est facturation de soins a les chiffres extrêmement précis. Donc en 2019, je n'ai pas de chiffres plus récents, et de toute façon, on est passé par une vague Covid, et donc ça dénature un peu toutes les statistiques. Mais on a globalement à peu près 3 fois plus de gens de plus de 80 ans hospitalisés que le taux de la population générale, sachant que dans la population générale, on a aussi les maternités. Donc c'est quand même assez énorme. Donc les gens au-dessus, en gros, la limite c'est 80. Voilà. Au-dessus de 80, on commence à avoir de sérieux problèmes. Même si la majorité, et encore une fois, c'est une statistique plutôt positive, la majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d'autonomie. En effet,
et je lis un peu le texte, vous pouvez le faire comme moi, je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter. On a 8% des plus de 60 ans, 20% des plus de 85 ans qui sont dépendants. Et 83 ans, c'est la perte d'autonomie. Bon, on a vu que malgré tout, ces chiffres allaient augmenter en volume, donc on a une problématique de volume. Le driver numéro 1 pour le soin à domicile, maintien à domicile, c'est le volume de patients. Ce n'est pas forcément la baisse de l'espérance de vie ou l'espérance de vie en bonne santé, parce que ça s'améliore plutôt. Ce volume va entraîner un gros besoin en termes de soins palliatifs, dont on a vu tout à l'heure dans les statistiques que c'était un des premiers axes de soins. Le deuxième driver, c'est le virage ambulatoire. Donc on en a parlé abondamment dans la presse régulièrement. On ferme des lits d'hôpitaux, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des lits qui sont fermés sont des lits de SSR, sont des lits de soins de suite réadaptation. Les lits de MCO, sauf regroupement de maternité dans un GHT, sont assez peu touchés, heureusement. Mais on a vraiment, et cette année, ça a été un marqueur important, on est passé à 61% de chirurgie ambulatoire. 61%. Donc ça augmente régulièrement. En gros, on fait maintenant, le patient retourne chez lui, mais il faut assurer un suivi, évidemment. La radiothérapie se fait maintenant en ville, la chimiothérapie se fait pour 50% à la maison, etc., etc. Donc on voit qu'on renvoie au domicile du patient pour des raisons alors économiques, la baisse des coûts, évidemment, puisque bon, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais en gros, une journée d'hospice, c'est 1500, 1700 euros, et une hospitalisation à domicile, qui est un dispositif lourd, hein, qui ne correspond pas à la majorité des soins que je viens d'évoquer. L'hospitalisation à domicile, le tarif est de 140 euros. J'imagine que le coût est un peu supérieur, mais ça reste quand même dans une proportion extrêmement importante. Donc pour le système de santé, c'est quand même intéressant. Le deuxième motif, c'est le bénéfice patient, puisque le patient retrouve son entourage, ses proches, et évite éventuellement des maladies nosocomiales à rester trop longtemps dans un hôpital. Ça, les hospitaliers n'aiment pas trop mettre cet avantage en avant, mais quand même, ça peut être évoqué. Le driver numéro 3 est extrêmement important, c'est le souhait du patient et de son entourage. Et là, je vais aller directement deuxième partie, puisqu'on a vu que le volume est porté par les seniors, le système de santé hospitalier sort les patients de l'hospitalier parce que ça coûte cher et parce qu'on a des dispositifs d'appui au domicile, coordonnés potentiellement par l'hôpital d'ailleurs. Sur ce souhait du patient et de l'entourage, le driver principal, c'est la peur de l'EHPAD. Il faut être clair, j'ai échangé avec Serge Guérin, un de mes amis sociologues spécialisé dans le vieillissement de population. Je vous conseille d'aller voir ses ouvrages. En gros, on a 90% des patients qui préfèrent adapter leur domicile plutôt que de partir en EHPAD. On a vu les scandales récents sur les EHPAD. Et puis, on a quand même des statistiques qui sont, comment dire, qui donnent une image de la vraie vie. C'est-à-dire que l'EHPAD, vous les avez là, hein, c'est 2 ans et demi. Et en médiane, on est à un peu moins. Donc, ça devient synonyme de fin de vie. Et en plus, comme on a une augmentation des maladies neurodégénératives, il faut savoir que quand on change des gens atteints de maladies neurodégénératives de type Alzheimer d'environnement, ça accélère la maladie. Donc, l'EHPAD est devenu synonyme de fin de vie. En plus, on a des coûts associés qui sont supportés la plupart du temps en grande partie par les familles, ce qui fait que le maintien à domicile est vraiment un souhait de plus en plus prééminent. On mentionne culturellement, je dirais, les populations du baby-boom sont encore plus sensibles à ça. Mais je pense que c'est général à peu près tout le monde. Le driver numéro 4, c'est que le gouvernement a pris en compte ça et a une vraie volonté d'avancer sur le maintien à domicile. Alors, je fais un résumé, vous avez les slides. Il y a beaucoup de travaux de préparation qui ont été menés sur la loi Grand Âge et Autonomie. Vous les voyez ici, l'amélioration des conditions d'accompagnement, le renforcement de la solidarité, le renforcement de l'attractivité des métiers liés à l'aide à la personne, ça c'est fondamental parce qu'on a un problème là-dessus, et la solidisation des personnes âgées. On parlait tout à l'heure du prix des EHPAD. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de vrais budgets, je passe à la partie en bas. D'ici 2025, on est à 1 milliard d'euros par an pour ce programme.
C'est pas négligeable. Donc l'idée, c'est de transférer en gros les coûts de prise en charge qui peuvent être assez élevés au niveau hospitalier, de réallouer des ressources à ces services de maintien à domicile. C'est extrêmement important parce que tout le système et le modèle économique des acteurs de santé du soin à domicile, pour l'instant, n'est pas optimal. Et on verra tout à l'heure que c'est un vrai problème. Avec ce dispositif, on va enfin pouvoir développer du service à domicile et remotiver les acteurs et les effecteurs de santé. Alors, pardon, je suis passé un peu vite. En bas, le plan anti-chute a été lancé avec l'appui des ARS. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus important. Je crois qu'on est à 9000 décès pour chute au domicile par an. C'est absolument gigantesque. Et il y a des moyens de prévention dont on parle un peu plus tard. Voilà, on a vu les drivers, donc j'en ai cité 4. Peut-être vous en avez d'autres en tête. Maintenant, si j'aborde le sujet des freins, le sujet le plus saillant, c'est le manque de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on on a des difficultés, alors en ruralité, mais pas uniquement, à trouver ce qu'on appelle des effecteurs de santé, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment produire ces soins à domicile. On a des déficits de compétences aussi liés à ça, puisque sont des petits boulots, j'aime pas dire ça, mais il y a beaucoup d'expertise. En même temps, elle se perd puisque les gens font face, enfin les organismes font face à un turnover important, ce qui permet pas vraiment aux effecteurs de monter en compétences. Et on a un problème de reconnaissance des qualifications et probablement de formation. Donc là-dessus, le côté ressources humaines est important. Alors on souffre tous à l'heure actuelle de pénurie de talents, évidemment. Mais là, dans ces métiers-là, avec des modèles économiques qui ne sont pas très opérants, c'est particulièrement critique. Alors, la géographie, j'en parlais tout à l'heure, les déserts médicaux recouvrent à peu près les déserts d'intervenants. Donc, quand on dit on va faire du soin à domicile pour pallier les déserts médicaux, bon, c'est une douce illusion. La plupart du temps, c'est à peu près les mêmes. Les logements sont assez inadaptés. Ils peuvent l'être, pour la plupart, ils peuvent l'être largement. À nouveau, c'est un souci de financement, d'aide de l'État et des départements et ou des organismes de type CNSA pour avancer. Et je pense que de ce côté-là, ça va quand même pas mal bouger. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, la coordination reste à améliorer. Alors autant sur un parcours de soins de type cardiopathie, diabète, ça commence à être couvert par les initiatives pilotées par les ARS, les initiatives de e-parcours, avec des dispositifs de type plateforme territoriale d'appui, dispositifs d'aide à la coordination, les CPTS, qui, eux, ont des missions de coordination de tous ces acteurs. Mais malgré tout, c'est relativement limité aux acteurs de santé. On n'a pas là-dedans encore, mais ça viendra, les acteurs du social, les acteurs de l'aide à domicile, le portage de repas, etc. Mais ça viendra. Et enfin, le dernier point, c'est la complexité des prises en charge et des aides. À nouveau, je pense qu'avec des guichets uniques, on doit pouvoir s'en sortir, mais à l'heure actuelle, pour les aidants, c'est particulièrement compliqué. Alors, que peut faire la e-santé pour aider? On pense immédiatement, on se dit, bah voilà, je suis à domicile et la télémédecine, c'est génial. Et effectivement, la télémédecine a explosé pendant le Covid pour tout un tas de populations. Alors, je vous ai mis une étude qui est récente, qui est significative puisqu'elle porte sur 1,8 million de patients et de téléconsultations. On voit que c'est à peu près tous les types de populations qui sont couvertes. Mettre de 0 à 100 ans, je ne pense pas que 0 soit signifiant. Mais malgré tout, c'est quand même des populations assez jeunes. Et en gros, la télémédecine, ce qui me semble le plus significatif, et je vais aller rapidement à la conclusion, c'est que c'est Laurent Degos, qui est ancien directeur de la Haute Autorité de Santé, qui a une sortie qui me semble particulièrement pertinente, en expliquant que demain, la télémédecine, ce sera la médecine. C'est-à-dire que ça fait partie de la pratique courante. Je vais voir mon médecin et après, je suis en déplacement ou je suis retourné, j'ai moins d'autonomie pour me déplacer. Je fais de la télémédecine. Voilà. Moi, je l'ai vu partout autour de moi. Donc demain, la télémédecine, c'est la médecine. Quand on se connecte et qu'on échange à travers notre banque ou je ne sais quoi, on ne fait pas de la télébanque. Voilà, on fait de la banque. Donc ça ne révolutionnera pas les pratiques, et même si c'est un apport quand même particulièrement important.
Et ce qu'il faut voir aussi, j'ai vu une statistique hier assez intéressante, c'est que les seniors qui ont été impliqués dans une étude, dont je ne me souviens plus laquelle, sur la digitalisation, sont extrêmement motivés. Ils sont beaucoup plus connectés que ce qu'on ne croit. Et donc, le frein lié à l'âge par rapport aux nouvelles technologies, là aussi, on est en train d'en sortir. C'était peut-être vrai il y a 10 ans, ça n'est plus le cas. Alors, le deuxième apport de la e-santé sur la télémédecine, ça viendra plutôt de la télésurveillance médicale. Et là, il y a tout un tas de dispositifs qui arrivent. Certains sont prévus par le gouvernement. On a 4 référentiels à l'heure actuelle sur le diabète, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance respiratoire. On va bientôt avoir un dispositif de... Alors, quand on parle de référentiel, ça veut dire qu'il y a des prises en charge associées. Donc, c'est assez important. Ça permet aux industriels de proposer des solutions parce qu'elles seront financées. Et bientôt sur les prothèses cardiaques implantables. Les conditions à ça, alors les capteurs sont assez, assez étonnants pour faire de la télésurveillance. J'en évoque plusieurs un peu plus tard. Et c'est assez intéressant. Et donc l'évolution technique, on va surveiller de plus en plus de paramètres. Il suffit de regarder ce qu'on peut faire maintenant avec une montre connectée. On a quasiment tout à l'intérieur, voire un pseudo-électrocardiogramme. Donc vous doutez bien que tout ça, ça va fortement évoluer. Les ressources pour le financement arrivent progressivement. Maintenant, ce qui va poser question, c'est de trouver des intégrateurs, à nouveau des opérateurs, qui sont en capacité d'intégrer différents capteurs dans des solutions combinées. Ce n'est pas chacun qui arrive avec son petit capteur. Moi, je le mets là, je te surveille ça. Ben, moi, je te surveille ça. Ça va devenir... on redépose la complexité vers d'autres acteurs, y compris le patient. Ça ne marche pas. Donc, il faut des intégrateurs. Et il faut aussi des opérateurs qui, eux, vont analyser toutes ces informations, être en capacité de les analyser et d'envoyer les effecteurs de santé quand il y en a besoin. Sur l'apport de la e-santé, j'ai fait une petite parenthèse sur télémédecine. Au domicile, que peut-on faire ? On peut faire pas mal de choses, de plus en plus. Aujourd'hui, on a seulement 6% des domiciles qui sont à peu près équipés. Alors, on a les ergothérapeutes qui vont effectivement travailler sur le bâti, sur le déplacement, sur les escaliers, sur les sols glissants, sur tout un tas de choses. C'est beaucoup plus important que ça en a l'air. Au niveau de la e-santé, on peut faire beaucoup de choses. Encore une fois, on parle de capteurs multiples. Alors, on en a vu un, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a été récompensé hier, c'est Ozo, qui lui capte le son. Alors moi, j'avais vu une autre start-up danoise qui fait aussi du captage de son pour les systèmes d'urgence et qui est en capacité de détecter l'intonation, de remonter les informations avec, de décoder une lecture sémantique et d'essayer qui est en capacité pour l'opérateur de SAMU de le guider dans les questions qu'il doit poser. Donc toutes ces technologies avancent à vitesse grand V. L'idée, c'est que, alors nous, on en propose certaines, capteurs volumétriques, capteurs hygrométriques, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, ce ne sont pas les capteurs, ce sont les IA qui sont derrière, ou les algorithmes, on va dire, pour parler d'IA, qui vont en fait faire de l'analyse comportementale et qui vont déceler les variabilités. Il se passe un événement, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on est en capacité de dire à peu près ce qui vient de se passer ? Plus on a de monde, plus on a de data, plus les algorithmes vont devenir pertinents. Et je pense que là, on tient quelque chose qui est particulièrement intéressant au domicile du patient. Avec une téléassistance, c'est particulièrement efficace. Alors ça se met en place aussi dans les EHPAD, hein, mais le domicile du patient, comme les technos deviennent plus accessibles, plus facilement implantables, c'est vraiment l'avenir. Sur le patient lui-même, on en parlait tout à l'heure, de plus en plus de capteurs. Évidemment, le smartphone, parce que le patient peut quand même échanger avec son smartphone. Il y a un micro sur le smartphone, il y a pas mal de choses. On parle de chaussures connectées, on parle de lunettes, on parle de tests au lever avec des accéléromètres, on parle de tout un tas de choses. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, on a des solutions qui maintenant, en sortie d'hospitalisation, sur des opérations cardiaques, on est en capacité de poser un capteur assez complet qui mesure tout un tas de paramètres en temps réel, et qui permet, plutôt que de garder les patients sous surveillance après opération, de raccourcir le délai d'hospitalisation de 4 à 5 jours, voire plus. Le capteur est posé pendant une semaine ou deux. Le médecin cardiologue a des alertes, ça a été validé en essai clinique. Et en gros, le patient retourne chez lui.
il est sécurisé, le cardiologue est sécurisé. Et donc, ces capteurs-là, on va en avoir de plus en plus performants, de moins en moins invasifs. Et alors, c'est invasif, c'est moins en moins invasif sur le corps de la personne, c'est de plus en plus invasif sur la vie privée de la personne, évidemment. Ça, c'est une des objections régulières qu'on avait d'ailleurs entendues à propos d'Ozo hier. Donc, le côté aussi évolution de empowerment du patient qui cherche, on s'auto-mesure de plus en plus sur le nombre de pas, sur etc. Donc, culturellement, ça devient accepté. Et enfin, des programmes d'éducation thérapeutique à travers des applications mobiles, etc. L'apport de l'e-santé va aussi concerner les acteurs avec des outils logiciels de coordination de plus en plus efficaces en mobilité, des outils qui se parlent entre eux. Les initiatives du gouvernement sont assez intéressantes. Et puis, j'ai cité un exemple. On peut optimiser des tournées infirmières de manière collaborative, c'est-à-dire que l'infirmière a sa tournée, mais elle a aussi peut-être des collègues autour qui ont leur propre tournée. Quand on voit le prix du carburant et les tarifs auxquels elles sont remboursées, il y a des optimisations à faire. C'est un exemple un peu qui vaut ce qui vaut. Hein. Mais c'est surtout, d'ailleurs une faute d'orthographe avertie, c'est sans eux. Donc une infirmière peut prendre le soin par rapport à une de ses collègues qui dit non, mais moi j'y vais pas parce que je suis parti à l'autre bout du département et ça ne me convient pas. Et en même temps, le patient est prévenu de l'arrivée de l'infirmière pour faire le pansement. Et donc, il ne s'absentera pas, ce qui est aussi une des conditions d'efficacité de tout ce système. Alors, les messageries instantanées intégrées, c'est aussi un autre moyen. L'accès à toutes les données nécessaires pour opérer les soins, c'est un autre moyen. C'est quasiment fait. On a vu mon espace santé tout à l'heure, avec un partage simple des données. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est d'utiliser au maximum toutes les possibilités qu'on va trouver dans un smartphone. Les professionnels de santé et à peu près tout le monde maintenant est en capacité d'utiliser un smartphone avec du scan de la boîte de médicaments pour savoir qu'est-ce qui est en train d'être administré, de la photo de la plaie parce qu'elle a besoin de remonter, des commentaires rapides avec de la reconnaissance vocale pour éviter d'avoir à taper. Tout ça, les technos sont là. Vraiment, les technos sont là. Il faut juste qu'ils se répandent dans les usages et qu'on ait une bonne coordination entre tous ces outils pour qu'on ne se retrouve pas avec 200 WhatsApp médicaux, ce qui poserait à nouveau un problème de complexité. Alors, en synthèse, le domicile du patient est-il le prochain centre de soins? Le centre de soins est un petit peu excessif, mais en tout cas, c'est une vraie tendance de fond de maintenir les patients à domicile le plus longtemps possible. On a eu un programme dans le Grand Est qui s'appelait 36 mois de plus, qui était une initiative du département et de la région. En tout cas, l'ARS était lié au sujet. C'était garder les seniors 36 mois de plus avant qu'ils partent en EHPAD. Ça a des impacts socio-économiques qui sont considérables et c'est vraiment au bénéfice du patient. Donc ce genre d'initiative, ça va se développer. Et je citerai à nouveau Laurent Degos qui, de manière un peu provocatrice, mentionne la chose suivante. On transfère les techniques de l'hôpital à la ville et de la ville au patient. Et voilà, alors ça soulève un vaste débat. En gros, ce que lui dit, et je suis plutôt d'accord avec ce point, ce qui est fait à l'hôpital sera fait en ville, ce qui est fait en ville par un médecin pourra être fait par un infirmier, ce qui est fait par un infirmier pourra être fait par un aide-soignant, etc., jusqu'au domicile. Donc, le patient pourra prendre à sa charge un certain nombre d'actes à son domicile, avec un risque. Il faut évidemment que le patient ne se retrouve pas trop surchargé ou en responsabilité de choses dont on ne sait pas s'il est toujours en capacité de le faire. Et enfin, il y a quand même des questionnements sur le passage de témoin ou le passage de responsabilité, voire de rémunération d'un professionnel de santé à l'autre. On est plutôt dans un contexte favorable puisque la pénurie de médecins encourage les médecins à se dégager de plus en plus d'un certain nombre d'actes qui pourraient être réalisés par d'autres acteurs. On a quand même des freins réglementaires puisque quelqu'un qui vient aider à domicile pour le repas, pour aider la personne à manger, ne peut pas regarder ce qu'elle a comme traitement médical et éventuellement signaler qu'elle n'a pas pris son traitement médical. Réglementairement, elle ne peut pas. Donc là aussi, on a quelques évolutions. Donc, en conclusion, le domicile, c'est un environnement essentiel également pour une politique de prévention.
des chutes, on l'a vu, mais aussi de à peu près toutes les pathologies. À nouveau, plus on garde le patient, et ça concerne beaucoup les patients âgés, bien entendu, au domicile, et plus on ne le désocialise pas, il reste dans son environnement familial, il reste. Alors parfois, on a des patients isolés, évidemment, mais il reste malgré tout dans son environnement physique, avec ses souvenirs, et d'avoir je dirais, un balai d'intervenants, crée de la vie, crée du mouvement, et c'est tout au bénéfice du patient. Voilà, j'en ai fini. Alors, en quelques mots, parce que c'est quand même, voilà, c'est aussi notre métier de présenter ce qu'on fait. Donc, en quelques mots, de où on a parlé, nous, ce matin, c'est du groupe Equasens, où encore une fois, nous sommes un acteur, un éditeur de logiciels de santé, avec 1200 collaborateurs, à peu près 200 millions d'euros. Et vous voyez, en bas, on couvre les officines pharmaceutiques qui ont un rôle à jouer en proximité, puisque c'est un des acteurs qui est le plus répandu harmonieusement sur le territoire. Il ne faut pas oublier qu'une personne âgée passe beaucoup de temps à aller à la pharmacie. C'est aussi un vrai point de contact pour aller opérer des tests, pour aller, je dirais, recueillir du conseil, etc. C'est parfois un des seuls acteurs de santé qui reste accessible sans avoir à prendre de rendez-vous, sans difficulté, aux patients. Donc on équipe énormément de SIAD, on est majoritaire sur les HAD, sur les EHPAD. Donc c'est pour ça qu'on était particulièrement concerné par cette analyse du maintien de la grosse tendance du soin à domicile. On a quelques solutions, on ne prétend pas tout avoir, mais on a des initiatives sur le sujet avec une de nos organisations qui s'appelle Desmédicas, équipée d'ergothérapeutes qui aménagent les domiciles. Donc là aussi, on peut largement en parler. On a Noviacare, qui est une solution qui place des capteurs avec de l'analyse comportementale. On a des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients. Nous avons des capteurs connectés, glucomètre, tensiomètre, etc., qui sont distribués en pharmacie aussi, de manière simple. Ça ne coûte pas très cher. Ou oxymètre de pouls. Un oxymètre de pouls est quand même très significatif, notamment pendant la pandémie Covid. C'est 15 €. Donc voilà. Donc ces capteurs-là vont se développer. Nous avons des applications à destination des patients pour qu'ils continuent à échanger avec les professionnels de santé, notamment le pharmacien, pendant la masse santé. Et pour les acteurs de métier, on a une plateforme d'intermédiation qui permet de faire communiquer les applications entre elles et une messagerie instantanée qui est, qui est extrêmement ergonomique, qui est en train de se développer sur tout le marché français. Voilà ce qu'on fait. Et en conclusion, je mentionnerai quelque chose qui est assez important, c'est que la société Equasens est filiale en fait, d'une coopérative de pharmaciens. Donc l'esprit coopératif se traduit par, et ce sera ma conclusion, par les deux leitmotifs que nous avons dans tous les projets et tous les produits que nous développons, c'est est-ce que c'est bon pour le système de santé et est-ce que c'est bon pour le patient. Si tout projet, toute initiative, même si elle coûte de l'argent à développer, si elle répond à ces deux critères, on y va parce qu'on est persuadé que de toute façon, on arrivera à quelque chose de pertinent et toujours dans l'esprit de coopérateur. Donc c'est important de savoir faire la différence, je dirais, entre... je n'ai pas de critique particulière à destination des entreprises capitalistiques, puisque j'y ai passé un certain temps, mais l'esprit coopératif de professionnels de santé, en l'occurrence des pharmaciens, donne une culture assez différente à cette entreprise. Et donc notre objectif, ça va être toujours de renforcer le lien entre les professionnels de santé et leurs patients. Je vous ai mis les sources, les plus intéressantes, il y en a beaucoup. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. Piochez là-dedans, c'est super intéressant, franchement. Et vous verrez que tout ce que j'ai évoqué, c'est une synthèse en toute humilité de tout ce qui est indiqué là. On a vraiment, vraiment une tendance de fond. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Renaud Degal, la Veille Acteur Santé. Merci pour votre analyse et synthèse. On voit bien que les silos existent entre le soin, l'accompagnement à domicile, etc. Et quand effectivement on va en campagne, on fait avec les acteurs qui sont présents. Est-ce qu'une des solutions, j'imagine que vous participez aux travaux du Ségur numérique, oui, bien sûr. aux commissions, etc. Il y a une chose qui est formidable, c'est le foisonnement des solutions proposées par les uns et les autres. Et on bute toujours sur
l'arrivée au patient, on ne va pas lui fournir 10 logiciels, 10 applis, c'est pas possible. Absolument. Oui. Est-ce que peut-être ce travail est en cours, peut-être à travers mon espace santé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un tableau de bord où on mettrait les widgets qui concernent les professionnels qui interviennent à domicile pour avoir un tableau de bord unique à la disposition du patient et des intervenants, tout simplement, mais au niveau du patient, je parle, parce que ce point de rencontre-là, numériquement, est-ce qu'on peut le créer? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Il y a un atterrissage chez le patient. Oui, oui, tout à fait. Alors, on parle ici de coordination des acteurs. Ce qu'il faut voir, c'est que le point que vous évoquez est en théorie couvert par le programme e-parcours, qui est un programme national mais piloté par les ARS. Et dans ce programme e-parcours, il y a des solutions logicielles qui sont à destination de tous les professionnels de santé du territoire, avec une messagerie instantanée par exemple, mais qui sont aussi et surtout à destination des coordinateurs, des gens qui vont coordonner tous les acteurs que j'évoquais tout à l'heure et qui vont pouvoir, alors au départ, comme je l'évoquais aussi tout à l'heure, on est sur des parcours de pathologies particulières, donc diabète, maternité, etc., qui nécessitent la coordination d'un certain nombre d'acteurs. Le nombre de parcours va augmenter, puisque le logiciel de coordination est fait pour ça. Et dans ce logiciel de coordination, on a évidemment le médecin coordinateur, alors qui peut être le médecin généraliste, mais la plupart du temps, ça remonte au niveau des DAC, des dispositifs d'aide à la coordination. C'est-à-dire que si on a une coordination simple à faire avec le pharmacien, l'infirmière, bon, ça va, le médecin peut éventuellement s'en charger au travers de ce logiciel. Dès que ça devient complexe, il faut confier ça à une structure et les CPTS et les DAC sont en train de se développer à vitesse grand V. Et je termine. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette coordination, on va inclure également le social, le médico-social, les aides ménagères, etc., qui feront partie des équipes de soins, entre guillemets, de soins étendus, qui n'auront pas accès aux informations de santé du patient, puisqu'elles ne sont pas habilitées. Et dans ces équipes de soins étendus, on a les aidants et on a le patient lui-même. Et ça, c'est particulièrement important parce que on a le parcours cancéro aussi qui est concerné. Et là, c'est particulièrement important quand on voit l'agenda de quelqu'un qui est malheureusement atteint d'un cancer. C'est presque un agenda de ministre avec des rendez-vous protocolisés. C'est-à-dire que s'il rate un rendez-vous, il faut décaler les autres. Et donc, évidemment, le patient doit être au courant de tout ça, il doit être impliqué. Et à minima, il reçoit sur son smartphone quelques éléments d'information. En tout cas, il voit à peu près qui sont ses contacts, comment les contacter, quel est son agenda. C'est le minimum. Donc ça, c'est prévu. C'est en train de se développer. Suivant les régions, ce sera plus ou moins rapide. Mais comment dire ? Ça passe malgré tout par une coordination humaine parce que le numérique ne peut pas tout automatiser à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, parfaitement. Merci. Merci pour votre présentation. C'est vrai que, enfin, moi j'ai une question qui rejoint celle qui a été faite précédemment. C'est vrai que ce rôle de coordinateur, quand on est confronté au problème, on se dit vraiment il y a un manque de coordination. Donc ça se met en place, mais ça fait plusieurs années que j'entends que ça se met en place. Mais c'est quoi le délai ? Alors, encore une fois, ça va être variable suivant les régions. Il y a une coordination qu'on n'a pas évoquée, c'est la coordination au niveau des aides, des financements, où là, on a la CNSA qui intervient, le département. Mais là, c'est pareil, c'est pas coordonné. Ah, pas du tout. Aujourd'hui, rien n'est coordonné, Donc, ni les soins, ni le financement. Voilà, donc le financement, je ne sais pas vous répondre. Au niveau des soins, je peux vous répondre, puisque en fonction des régions, la Bretagne, avec laquelle j'ai travaillé, a de l'avance. Elle a mis en place un certain nombre de dispositifs, pilotés par le GRAD de Bretagne d'ailleurs. Pour faire simple, un appel d'offres national a été lancé il y a 3 ans, au terme duquel 4 consortiums ont été sélectionnés pour pouvoir répondre aux besoins des régions. La région a la capacité de choisir parmi un de ces 4 consortiums. Tous les appels d'offres ont été lancés. Tous les consortiums ont été choisis. Le dernier a été, de mémoire, je crois que la réunion, c'est encore en cours. Mais le dernier sur le... Allez, je me lance sur le territoire métropolitain, c'est la Corse. Parce que la Corse fait partie du territoire métropolitain. Il n'y a pas de Corse dans la salle. Joker.
Tu as raison, Joker. Donc, les appels d'offres ont été lancés. Certains ont pris plus d'avance que d'autres. La Bretagne, la région Centre-Val de Loire est en plein déploiement. Sur la mobilisation des acteurs de santé, sur les prises de relais au niveau des DAX, sur les prises de relais au niveau des CPTS. Ça va beaucoup plus vite. Alors, pour répondre à votre question, le numérique en santé, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et on peut... alors, nous, en tant qu'éditeurs, pour reparler du Ségur de la santé, effectivement, on a du mal à suivre le rythme, parce que tous, hein, si on est dans la salle, parce qu'on a effectivement, on doit adapter nos logiciels à plus d'interop, à plus d'utilisation du DMP, plus d'utilisation de l'identifiant national de santé. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Donc ça accélère fortement. Le gouvernement finance l'écosystème des éditeurs pour que ça accélère. Donc tout ça, ouais, c'est vraiment en train de se mettre en œuvre de manière très concrète. Mais encore une fois, en fonction des régions. Ça a démarré, pas forcément au même moment, mais ça a démarré dans les 2 dernières années, là. Hein. Donc on a des programmes de motivation des professionnels de santé, d'explication de comment fonctionnent les dispositifs de coordination, etc., etc. Les outils sont ergonomiques, ils sont accessibles en mobilité, ils utilisent au maximum les principes de chat, etc. Non, franchement, je pense qu'on avance bien. Je suis assez confiant. Mais ça fait longtemps qu'on en parle, vous avez raison. Et je pense que les planètes n'étaient pas alignées, et vraiment, je pense qu'elles le sont. Et de toute façon, on n'a pas le choix. x4, la population des plus de 80 ans, et x2, la population des personnes âgées dépendantes en perte d'autonomie. Ça va exploser. Hein, donc, et l'espérance de vie ne suffira pas à rattraper cette augmentation en volume. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Sinon, je vous remercie énormément de votre attention et de vos questions. Bonne journée.